Alors pour la suite de ce libre journal des contribuables sur Radio Courtoisie, nous allons maintenant accueillir, comme nous le faisons pratiquement chaque mois, des auteurs dont nous tenons à vous faire découvrir, chers auditeurs, les ouvrages. Nous ne pouvons pas bien sûr traiter des contenus exhaustivement, mais nous souhaitons vous en dire assez pour que vous vous les procuriez, car ils en valent la peine, et nous savons que les auditeurs de Radio Courtoisie sont de grands lecteurs. Alors, je salue tout d'abord la présence donc de Philippe Simoneau, qui est arrivé il y a un instant, économiste de renom et spécialiste des questions monétaires. Bonjour Philippe Simoneau. Bonjour. Nous allons parler de votre dernier livre, La monnaie, histoire d'une imposture. C'est un ouvrage indispensable, je le dis vraiment parce que je l'ai lu, alors que l'actualité fait sans cesse référence à la monnaie. Quel que soit le sujet, qu'on parle de l'Europe, qu'on parle de la crise, que l'on parle de la dette des États, on parle de la monnaie. Et je ne suis pas sûr, bien évidemment, que tout le monde comprenne parfaitement tous les mécanismes. Et donc, une des qualités de ce livre, et non des moindres, c'est qu'il est à la portée d'un public de non-initiés. Et il se lit presque comme un roman. Presque, hein, quand même. Je dis, si vous, c'est pas tout à fait un SAS. Alors, il se trouve que Philippe Simoneau est aussi l'un des 100 contributeurs d'un ouvrage collectif, tout simplement intitulé « Libre ». Nous parlerons donc aussi de cet ouvrage original avec l'un des deux coordinateurs de cette initiative, Ulrich Génisson, qui est arrivé également, qui est dans le studio. Bonjour. Bonsoir madame, merci de recevoir. Un autre des auteurs qui a écrit un des 100 articles nous a fait l'amitié de venir au micro de Radio Courtoisie, Christiane Chavannes, qui a écrit les 2 pages, puisque chaque article fait 2 pages, sur l'environnement. Bonsoir Christiane Chavannes. Bonsoir madame. Chaque mini-chapitre commence par une citation, et moi j'aime beaucoup celle qui est en exergue de l'article que vous avez écrit. Je la lis. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. C'est de Benjamin Franklin. Donc je trouve que cette phrase m'a beaucoup plu et je pense qu'elle introduit bien l'ouvrage Libre. Alors je suis toujours entourée de Julien Lamont, qui est responsable de la recherche à Contribuables Associés, de Bernard de Fabrec pour lire vos messages, dont je vous rappelle que vous pouvez nous les adresser en téléphonant au 01 46 51 00 85, par télécopie au 01 46 51 21 82 ou par courriel courtoisie radiocourtoisie.fr. Alors une autre tradition dans ce journal, c'est de faire un court portrait, parce qu'on est beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc un court portrait de nos invités pour que nos auditeurs vous découvrent si vous ne vous connaissez pas ou vous redécouvrent, puisque Philippe Simoneau, vous êtes déjà venu à ce micro. Alors Julien Lamont, c'est à vous. Merci Benoît. Je vais commencer par vous, Philippe Simoneau. Docteur en sciences économiques, vous avez un parcours d'ancien journaliste. On peut vous caractériser comme un stakhanoviste de l'écriture, puisque, bon an, mal an, vous publiez un livre, un ouvrage, un essai plutôt conséquent par an. Vos sujets de prédilection sont à la croisée des disciplines que sont l'histoire, le droit, l'économie et même les religions, puisque vous avez créé l'Observatoire des religions. Alors, le site internet, c'est www.observatoiredesreligions.fr. C'est assez simple. Et vos convictions vous situent parmi les libéraux. Et vous vous passionnez pour les phénomènes monétaires, le sujet de votre dernier ouvrage, en les analysant selon les principes de l'école autrichienne, qui est ni l'école monétariste, ni l'école j'ai pas noté mon nom, ni l'école classique auquel se réfèrent tous nos politiques, qui est celle de Keynes. Pardon, j'en perds mon latin. Passons à l'ouvrage libre auquel vous avez également contribué. Je vais d'abord commencer par vous, Christiane Chavannes, honneur aux dames. Vous êtes chimiste de formation, chef d'entreprise, passionnée par les questions d'environnement et combattante farouche du principe de précaution. Sans langue de bois, vous réagissez à l'actualité quand votre métier vous en laisse le temps sur votre blog, qui d'ailleurs ne parle pas que d'environnement. Non, tout à fait. Vous avez évidemment contribué à Libre dans un chapitre sur l'environnement et le principe de précaution. Ulrich Génisson, tel Monsieur Jourdain, vous avez commencé à faire du libéralisme sans le savoir, touche à tout, entrepreneur à 20 ans,
désormais salarié dans un groupe de certification. Vous avez pourtant trouvé le temps avec Stéphane Gère, j'espère que je prononce bien son nom, d'initier, d'animer le collectif La Main Invisible, ayant pour but, alors je cite un des textes que j'ai trouvé sur Internet, de redonner goût à la liberté, l'ambition que chacun ait de nouveau envie de gouverner sa vie, de prendre des initiatives et d'assumer ses choix. Merci Julien, mais vous avez raison d'oublier Keynes, hein, c'était pas très grave. Alors je vais commencer, parce qu'il faut bien commencer par quelqu'un, donc je vais commencer par Philippe Simoneau. Et il ne s'étonnera pas, je pense que ma première question porte sur le titre de son ouvrage. Parce qu'il est pour le moins provocateur. La monnaie, histoire d'une imposture. Comment est-ce que la monnaie, qui est un outil indispensable aux transactions que l'on manie tous les jours, pourrait être une imposture? Alors, il faut que vous nous expliquiez ça. Oui, alors, cette imposture est au cœur de la crise que nous connaissons. Et le problème, c'est justement qu'on ne voit pas, on ne le voit pas. C'est un peu comme l'objet dans la nouvelle d'Edgar Poe. Je dirais qu'il y a un double mensonge malheureusement dans l'analyse de cette crise, et qui fait qu'on ne fait qu'aggraver la crise parce que on ment sur la crise. Le premier mensonge, c'est de consister à dire que la crise, c'est à cause du marché. Bon, je ne veux pas convaincre ici, nous savons très bien que cette crise ne vient pas du marché, mais de l'État. Mais on répète tout le temps que cette crise vient du marché et que pour corriger cette crise, il faut recourir à l'État. C'est-à-dire qu'on fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Mais le deuxième mensonge, qui est d'ailleurs lié au premier, c'est sur la monnaie. Et d'une certaine manière, c'est plus profond, plus grave, parce que ça fait appel à des ressorts quasiment pavloviens, notamment chez les Français. Le mensonge, c'est que un pays a droit à une souveraineté monétaire. Le concept de souveraineté monétaire. C'est-à-dire que la monnaie ferait partie des pouvoirs régaliens. C'est ça l'idée. Et par conséquent, quand on parle de l'Europe, on dit en effet nous avons abandonné le pouvoir monétaire, mais c'est pour le confier à une entité qui est appelée à devenir un État, qui est l'État européen. Bon, nous n'en sommes pas encore là, mais en fait, toute la ruse de cette histoire, et à mon avis peut-être que même Delors, qui apparaît comme, non pas le père du gold standard de l'or monétaire, mais de l'euro, peut-être la ruse de Delors, de son équipe, qui ont fomenté un peu cette histoire de l'euro, c'est qu'ils étaient sûrs qu'il y aurait un échec et qu'on ne pourrait sortir de cet échec par davantage d'État, parce que dans leur esprit, il n'y a pas de monnaie sans État. Et ça, c'est l'imposture. C'est la posture que vous dénoncez. La monnaie existe par elle-même et pour d'autres raisons, elle n'est pas l'objet d'un État. La monnaie est une institution qui date de Mathusalem, on peut dire, qui remonte à la nuit des temps. C'est une institution spontanée, comme aurait dit Hayek. C'est-à-dire que elle est née de l'échange. Et le mécanisme de la monnaie, c'est simplement qu'il est beaucoup plus simple d'avoir un objet intermédiaire que de faire du troc. Et on peut démontrer que ça simplifie énormément les échanges. Mais il n'y a pas besoin d'État. Et il n'y a pas eu besoin d'État pour faire de la monnaie au départ. Le fait est que les États, très vite, ça date, disons, du VIe siècle avant Jésus-Christ, dans notre sphère occidentale, avec le roi Crésus, ils ont très bien compris le pouvoir qu'ils pouvaient accéder avec la frappe monétaire. Mais au départ, la monnaie est un échange, est produit de l'échange. Et créé par les marchands ? Et vient des marchands, tout à fait. Et cette monnaie est une marchandise. C'est ça qu'il faut il faut avoir ça dans la tête pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est une marchandise. Mais c'est une marchandise qui a une certaine qualité. C'est pour ça qu'elle émerge comme monnaie. Elle a la qualité d'être échangeable facilement, de conserver la valeur, d'être transportable à un moindre coût, donc qu'elle contient de la valeur, etc. Et petit à petit, c'est très hayekien, hein, petit à petit, il émerge par la concurrence entre les monnaies, par l'expérience même, ces monnaies métalliques, ces monnaies or, ces monnaies argent, qui finissent par apparaître comme les meilleurs étalons possibles. Et donc on a vécu comme ça jusqu'en 1914. Ça fait plusieurs milliers d'années. Alors pourquoi la crise actuelle, justement ? La crise actuelle,
Alors là, tout le monde a oublié, on va être obligé de faire un peu remonter dans le temps. Voilà. Mais je pense que votre livre, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est passionnant, c'est qu'il raconte l'histoire de la monnaie et ça permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Alors, en 2 mots, parce que le temps nous est compté, mais disons que c'est pas très loin pour nous qui avons connu ça. Mais dans la mémoire du public, parler de Nixon et du 15 août 1971, c'est hors des radars. Même dans les colloques les plus savants, moi je me lève toujours, on dit « Rappelez-vous le 15 août 1971 ». Alors rappelez-nous le 15 août 1971. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 15 août 1971 ? Richard Nixon, qui est bien connu pour le Watergate et autres malversations, a rompu le dernier lien qu'il y avait entre la dernière monnaie gagée sur l'or, plus ou moins d'ailleurs, et l'or. Donc il a rompu, il a fermé la fenêtre d'or. Jusqu'au 15 août 1971, certaines institutions, non pas le citoyen américain, et là on va en parler peut-être, parce que le citoyen américain n'avait même pas le droit de détenir de l'or depuis Roosevelt. Mais les institutions comme la Banque de France, la BRI, la Banque d'Angleterre, pouvaient changer l'or-dollar contre de l'or en s'adressant tout simplement à la réserve américaine. Et il est arrivé avec la gabegie financière due à la guerre du Vietnam et autres jeux et l'État-provident, qu'il n'y avait plus assez d'or pour rembourser ces dollars. Et par conséquent, à un moment, Nixon a dit « j'arrête ». Voilà. Et à partir de ce moment-là, on a assisté, ça se voit très bien dans la graphique, une espèce d'explosion complète du système monétaire international. C'est-à-dire que les taux de change sont ce qu'on a connu, les changes flottants, et les taux de change sont allés dans tous les sens. Et de ce fait, on a été obligé d'inventer toute une série d'instruments financiers dont les banques se sont régalées, évidemment, les assurances contre les risques de change. Et tout ceci nous a amené à cette instabilité. Il faut se rendre compte, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, encore une fois, il n'y a que l'historien qui peut s'en souvenir. Mais tout au long du 19e siècle, la variation des taux de change entre les grandes monnaies, que ce soit le dollar, le sterling, le mark et le franc, ne variait pas de plus de 0,1%. Pendant un siècle et demi, nous sommes aujourd'hui à plus ou moins 20%. Et donc, d'une certaine manière, ce qui est affligeant, c'est que cette instabilité monétaire provoquée par la gabegie américaine, par Nixon, a d'une certaine manière obligé les Européens à créer l'euro. Alors là, on va se retrouver en pleine actualité de nouveau. Pourquoi ? Parce que dans ce tumulte, dans ce désordre monétaire, les Européens ont essayé de construire une sorte d'îlot monétaire, ne serait-ce que pour sauvegarder la sacrée politique agricole commune, qui avait besoin de parité fixe sinon ça devenait ingérable. Donc c'est comme ça qu'est né l'euro. Mais à l'origine de l'Europe, il faut cesser de le rappeler, l'Europe, le marché commun, n'avait pas dans ses gènes originaires de projet monétaire. Le projet monétaire est venu après coup. Le seul projet monétaire qui est apparu dans la première Europe, l'Europe de De Gaulle et d'Adenauer, c'est le projet de De Gaulle, qui est de revenir à l'État-loi, c'est-à-dire un projet de monnaie véritablement internationale, pas de monnaie européenne. L'ambition de Charles de Gaulle, c'était de recréer un système avant les grands malheurs de ce monde. Rappelez-vous cette fameuse, c'est-à-dire avant 14. Bon, donc voilà l'euro qui sert de faux paravent, on voit bien aujourd'hui, qui était mal fichu et qui est une charrue avant les bœufs, qui ne peut se comprendre que si en effet on construit un État européen. Alors, on reviendra peut-être à la monnaie tout à l'heure et à l'euro, et je sais que Julien aura des questions pour vous, mais je vais me tourner vers mes autres invités, puisque vous connaissez parfaitement leur initiative, vous en avez fait partie. Donc, je vais me tourner vers eux. On reviendra bien évidemment à la monnaie et notamment à l'euro, qui est sûrement comme le sujet qui préoccupe le plus maintenant nos auditeurs. Alors, je vais me tourner vers Ulrich Génisson, qui a eu l'idée, pas tout seul, mais il nous le précisera peut-être, de cet ouvrage libre et qui a eu le talent de réunir 100 contributeurs, c'est quand même pas rien, dont celle d'éminents spécialistes.
Non seulement, bien évidemment, Philippe Simoneau qui est ici, mais j'ai retrouvé le nom de gens que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, Pascal Salin, Damien Tellier, que j'avais invité, Jacques de Guénin, Michel de Poncin, Bertrand Le Ménissier. Ce sont tous des personnes qui sont passées dans ce libre journal et dans d'autres, je crois, émissions de Radio Courtoisie. Alors... on risque pas de citer les 100, je m'arrête là. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous disiez quelle est la genèse de cette aventure collective. J'emploie à dessein le mot aventure, parce que c'est quand même j'ai presque envie de dire une drôle d'idée, mais c'est pas péjoratif. Alors, la genèse est très simple, c'est-à-dire que personnellement, je suis passionné par le libéralisme et l'économie, parce que je suis venu au libéralisme par l'économie, en essayant de comprendre tous les phénomènes économiques. On s'aperçoit que nous avons une littérature dans le libéralisme qui est absolument colossale, des milliers et des milliers de livres absolument exceptionnels qui ont été faits, disons, ces 3 derniers siècles. Malheureusement, peu de gens les lisent. Beaucoup en parlent. On n'arrête pas de critiquer le marché, la main invisible d'Adam Smith, alors que finalement, il y a très peu de personnes qui ont ouvert La richesse des nations d'Adam Smith en version originale, 1400 pages et 4 tomes. Donc, l'idée, en fait, c'était... de faire un livre très simple d'accès, c'est-à-dire une toute petite première marche pour que les gens puissent accéder à ce qu'est une société libre. Et j'utilise volontairement le mot libre et je retire le libéralisme, parce qu'en fait, le libéralisme, c'est une politique pour arriver à une société libre. Donc l'idée, c'était de mettre vraiment un ouvrage dans les mains de tous, c'est-à-dire un petit jeune de 18 ans, un retraité qui a 80 ans, un ouvrier, un professeur d'université hayekien ou keynésien qui voudrait éventuellement distribuer une autre idée de l'économie et de la liberté à ses élèves. C'est vraiment un livre pour tous. Voilà l'idée. L'idée, c'était donc, en ayant ces articles de 2 pages qui se lisent effectivement merveilleusement facilement, on donne une idée de la liberté sous toutes ses facettes. Pour ceux qui, effectivement, vous avez raison, quand vous parliez des 4 tomes, je pense qu'on aurait du mal. Alors, c'est pas le cas du livre de Philippe Simoneau, mais c'est vrai qu'il y a Frédéric Bastiat qui se lit parfaitement, agréablement, mais qui est fort méconnu en France. Puis il y a même le mot libéralisme. Vous disiez que vous aviez choisi le mot libre, oui, qui est un peu mis à toutes les sauces, et notamment au moment des élections où il y a des libéraux qui se présentent. Donc tout ça donne pas une bonne presse. Et, exactement. Votre initiative est donc pour ça fort intéressante. Alors comment vous avez trouvé vos 100 contributeurs? Alors l'idée est très simple, elle naît un matin, 17 octobre de l'an passé, cette idée de vouloir faire un livre simple, 100 pages, donc recto verso, et de trouver 100 auteurs. Et on s'est mis à démarcher tout de suite avec Stéphane Gère, la totalité des 100 personnes. Donc l'idée, c'était vraiment de rassembler des professeurs d'université, des personnes très légitimes. D'ailleurs, je remercie M. Simoneau qui a été le premier à nous remettre sa contribution. Et des grands invités dans cette émission. Exactement. Et l'idée, en fait, donc, c'est d'apporter le soutien à ces personnes, donc de monsieur et madame tout le monde, des étudiants, des salariés, vraiment des gens de la société civile, pour bien montrer que le libéralisme, c'est pas du tout les grandes banques associées au pouvoir politique, ce ne sont pas des traders. Le libéralisme, c'est tout le monde, c'est l'homme de la rue, c'est le salarié, c'est le dirigeant de PME, c'est vraiment tout le monde. Tout le monde est concerné par la liberté d'entreprendre, la liberté de gérer sa vie comme il le souhaite. Tout le monde est concerné par ce livre. Eh bien, écoutez, vous en faites une publicité parfaite. Ça donne effectivement envie de l'ouvrir. Alors, j'ai cité tout à l'heure la citation qui était au début de l'article de Christiane Chavannes. Mais chaque article commence par une citation, donc ça donne le ton. Ça c'est très agréable à lire. Ça donne une dimension en citant des grands hommes. C'était vraiment d'apporter une première marche pour que les gens découvrent tout ce qu'est le monde de la liberté. Donc, par exemple, M. Simoneau a écrit un ouvrage exceptionnel sur la monnaie. Donc, comment initier les gens comment leur donner envie de creuser ce qu'est la monnaie, ce que nous utilisons tous les jours. Nous avons tous dans nos poches des pièces de 1 euro, des billets de 50. Et en fait, nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas d'où ça vient, excusez-moi. Donc, l'idée, c'était vraiment de définir la monnaie en une page recto verso. Alors forcément, très peu de personnes sont capables de faire ça. Pour la monnaie, c'est Pascal Salin qui s'y est collé. Pour, par exemple, les problèmes de banque centrale, nous avons Nathalie Janson qui nous initie à la banque libre, c'est-à-dire la monnaie en se passant de banque centrale. Monsieur Simoneau nous parle de l'euro et indirectement des monnaies métalliques, or et argent. Donc, et à chaque fois, ça se lit en 2-3 minutes. Comment parler de monnaie en 2 minutes?
et éventuellement, après, avoir envie d'ouvrir d'autres ouvrages pour creuser le sujet. Et puis le laisser pour prendre un ouvrage de pure distraction, si après avoir lu 2 ou 3 articles, on pense qu'on mérite une pause avant d'aller se coucher. Alors, on a la chance d'avoir une des personnes qui a contribué, une autre, puisque, je le répète, Philippe Simoneau fait partie des contributeurs. Et donc, elle a fait 2 pages sur l'environnement, et c'est un sujet qu'on a traité plusieurs fois à ce micro dans cette émission. C'est un sujet qui nous passionne. Et donc, Julien voulait vous poser une question sur votre article. Oui, en fait, c'est un peu pour résumer vos convictions, mais quand on parle de l'environnement, on se dit c'est un bien commun, avec toute la définition floue qu'il y a autour d'un bien commun. Donc, ils font un État, des règlements et des impôts pour le protéger. Et en gros... Vous démolissez ça. Vous démolissez un peu cette vision extrêmement réductrice qui empiète sur les libertés des individus de gérer leur environnement avec du bon sens. C'est toujours le même problème, puisque lorsque c'est l'État qui est garant de l'environnement ou d'autres choses, il y a déresponsabilisation. Ça veut dire, en fait, le principe fondamental, c'est le droit de propriété. Lorsque vous êtes propriétaire d'un bien, vous en prenez soin. Si lorsque vous utilisez votre bien, vous empiétez sur le droit de propriété de votre voisin. Exemple, j'ai une ferme avec une rivière qui traverse la ferme. Je suis propriétaire d'un petit bout de cette rivière, je la pollue. Mon voisin peut me demander réparation, puisque lui aussi est propriétaire et il ne peut plus jouir de son droit de propriété. Alors que lorsque le bien n'appartient à personne, qui est responsable de quoi ? Et qui va le gérer ? Qui va l'entretenir ? C'est un peu le problème des forêts primaires aussi, qui n'appartiennent à personne, donc on les déboise et puis on les replante pas, et puis au bout d'un moment on s'aperçoit qu'il y a un problème de biodiversité. Donc effectivement, c'est fondamental d'utiliser 4 grands piliers qui sont le droit de propriété, mais aussi la subsidiarité, puisque les problèmes se voient au plus bas niveau et doivent être réglés au plus bas niveau possible. Et puis, évidemment, la liberté qui va avec la responsabilité, puisque responsabilité sans liberté, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Et lorsque vous n'avez pas cette liberté, vous n'avez pas non plus de responsabilité. Donc, tu as d'autres questions ? Non, mais c'est ça. En fait, vous remettez vraiment... Enfin, c'est ça qui est dans tout le livre. Hein, on remet un peu à plat les choses sur l'idée de libéralisme. C'est pas la liberté, le laisser aller. C'est ce que je veux, voilà. La liberté accompagnée de sa deuxième jambe, qui est la responsabilité. Et c'est que les individus libres, pour être vraiment libres, doivent être responsables. Et en étant responsables, ils garantissent la liberté de tous, en fait. Et donc, globalement, la progression du bien commun. Voilà. Et donc, sur l'environnement. Et vous montrez aussi... Alors, dans ces 2 pages, on aurait envie d'avoir 25 pages. On a des petits exemples que souvent, en fait, les réglementations ont un effet contraire en termes de sécurité ou en termes de qualité de vie à l'environnement. En termes de sécurité, on a un exemple. Vincent Bénard parle des permis de construire, effectivement. En termes de sécurité, on a vu que lorsque l'État donne, ou la collectivité locale donne des permis de construire, par exemple, à côté d'AZF, une usine est là, qui est dangereuse, on le sait, et on construit des HLM et des écoles autour, et après on s'étonne, lorsqu'il y a un accident, supposons que ce soit un accident, n'en parlons pas, que tout saute autour, et puis voilà. Et donc, il y a quand même un problème là, il y a eu une responsabilité qui n'a pas été... assumé. Vous citez aussi, je crois, l'exemple de la tempête Xynthia, où en fait, qui mieux qu'un assureur aurait pu exiger un certain nombre de choses par rapport à des gens qui souhaitent construire dans une zone inondable. L'État ne sait pas gérer ça. En dehors de ce problème de permis de construire, aujourd'hui, nous payons sur notre assurance habitation une petite somme qui est censée recouvrir les risques naturels. Bon, le problème, c'est que, moi j'habite à Paris, le risque naturel à Paris, il est plutôt limité. En revanche, n'est-ce pas ? Centenaire plutôt, la crue de la Seine. En revanche, je vais payer la même somme que des gens qui habitent dans un couloir d'avalanche, dans un ravin parce qu'on a comblé un vieux ruisseau et qu'un jour il va peut-être
ressortir, etc., ou que dans une zone sismique. Et nous avons pourtant une loi qui s'appelle la loi Bachelot, où elle nous a dit qu'avant de demander un permis de construire, il fallait s'assurer des risques. À ce moment-là, la logique voudrait que l'assureur qui fait son métier évalue le risque, propose un certain nombre de solutions, puisqu'on peut effectivement construire en zone inondable, mais il faut prendre des précautions, et disent, soit vous prenez ces précautions et je vous assure à un certain tarif, soit vous ne les prenez pas, c'est à vos risques et périls. Et à ce moment-là, les gens choisiront en toute liberté. Et s'il y a un accident, soit ils sont assurés, il n'y a pas de problème, soit ils ne le sont pas, c'est aussi leur problème. C'est leur responsabilité, en tout cas. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure qu'on avait peu de temps, et de toute façon, on ne peut pas résumer un ouvrage dans lequel il y a 100 contributions différentes. Donc c'est pour ça qu'on avait pensé que le meilleur moyen, c'était de prendre un des exemples, de vous avoir aussi pour mieux comprendre ce que vous avez voulu faire. Alors, il y a probablement des auditeurs qui arrivent dans ce journal, même si c'est un peu à la fin. Donc, je voudrais préciser que dans le studio, il y a Philippe Simoneau, qui est donc économiste, et on parle de son livre qui est La monnaie, histoire d'une imposture. Ulrich Génisson, qui est donc le coordinateur de l'ouvrage Libre, sans contribution, sans auteur, et Christiane Chavannes, qui vient de parler, puisqu'elle a fait la contribution sur l'environnement. Je suis toujours assistée de Julien Lamont qui posait des questions, de Bernard de Fabrec qui lira vos messages s'il en parvient encore, mais c'est vrai qu'il commence à se faire un petit peu tard. Je rappelle quand même qu'on peut les adresser en téléphonant au 01 46 51 00 85, au 01 46 51 21 82, par courriel courtoisie@radiocourtoisie.fr. Alors, on va revenir peut-être sur la monnaie, mais c'est pas du tout pour vous empêcher d'intervenir. J'ai toujours des invités divers dans mon journal, et je souhaite que vous puissiez poser des questions, si vous le souhaitez, à Philippe Simoneau, ou que Philippe Simoneau parle d'environnement s'il en a envie. Voilà, mais je proposais quand même qu'on retourne vers la monnaie, parce que c'est un grave problème, complexe, et que on peut encore se poser un certain nombre de questions sans avoir épuisé le sujet. Vous aviez, Julien, pas pour l'instant, plein de questions. Mais... Alors, vous avez droit à une. Julien. Une seule pour l'instant. Sans vouloir trahir le livre, je vais donner quand même un peu votre conclusion. Vous ne vous en cachez pas, un fervent partisan du retour à l'étalon, à une sorte d'étalon or. Vous remontez. Moi, ce qui m'a troublé, c'est que vous dites que les États, finalement, n'ont de cesse que de manipuler les taux et manipuler la monnaie pour asseoir leur pouvoir. Certains États ont voulu revenir dans l'histoire à l'étalon or. Après la Première Guerre mondiale, vous revenez sur ces exemples de la livre qui essaye de se réasseoir sur l'or, du franc, souvent avec des taux farfelus, ou enfin déconnectés de l'économie réelle. Donc, admettons qu'on revienne à l'étalon or pour les monnaies nationales. Donc, je pense que c'est dans un cadre peut-être national que vous voulez revenir à l'étalon or, ou alors vous allez nous dire si ça serait une monnaie unique, telle que proposée par d'autres économistes. Une monnaie mondiale ? Une monnaie mondiale. Comment s'articuleraient peut-être les autres monnaies ? Et qu'est-ce qui garantirait que ce taux, en fait, est bien choisi ? Et que finalement, il ne serait pas remanipulé ensuite par les gestionnaires de la monnaie. C'est une très bonne question. Et d'abord, il faut revenir en effet à ce qui s'est passé entre les deux guerres. C'est-à-dire que l'étalon or s'est effondré, s'est terminé, disons, en 1914, parce que tout simplement, même les Suisses ont cherché à échanger leur papier-monnaie contre l'or contre lequel ils avaient obtenu ce papier. Et donc, toutes les banques centrales en Europe ont fermé leurs guichets et ont gardé leur or. Et donc, les gens se sont retrouvés avec du papier. Et on n'est jamais revenu. Nous sommes dans une situation qui date de 1914. Bon. Alors, après la guerre, on a eu l'Angleterre, parce que l'Angleterre voulait retrouver son prestige d'avant-guerre. L'Angleterre a essayé de revenir à l'étalon or, et elle a trouvé, elle avait, d'une certaine manière, c'est assez admirable, bien que ce soit une erreur, elle a voulu montrer que
la parole de l'Angleterre, c'est la parole de la Banque d'Angleterre, c'était la parole de la Banque d'Angleterre. C'est-à-dire que on ne pouvait pas tricher. Et sans faire allusion à l'ancien gouverneur de la Banque de France. Et par conséquent, il fallait respecter la parité d'avant-guerre. Et donc, elle a rétabli les talons or de la livre sterling sur la parité d'avant-guerre. Ce qui était une folie, parce que ça a évidemment entraîné une déflation formidable en Angleterre, le chômage. Et donc, c'est une des causes de la crise de 29. Et donc, et c'est constamment cette idée qu'à chaque fois qu'on parle de revenir à l'état on dit mais à quel prix? Est-ce qu'il y a assez d'or? N'est-ce pas? D'abord, il faut dire une chose qui est que dont peu de gens ont conscience, c'est que tout l'or qui a été découvert, sorti des entrailles de la Terre depuis l'origine de l'humanité, il est là. Il forme une espèce de montagne d'or, pas très, c'est le tiers à peu près des chances de l'Arc de Triomphe, dans les banques centrales ou dans les caisses des particuliers. Et si vous voulez, dans ce monde, dans cette vallée de larmes et d'incertitude qui est notre pauvre monde, c'est finalement, étant donné que cet or est indestructible, même s'il est à 3000 mètres sous la mer, et que parfois on le retrouve, cet or est indestructible, donc c'est l'élément le plus stable, c'est le moins instable, disons, sur cette planète. Et donc c'est normal finalement qu'on cherche à rattacher la monnaie à ce matériau qui est en plus très, très facile à travailler, qu'on peut mettre en monnaie, mais qu'on peut aussi remettre en lingots, etc. Donc, toute la question, en effet, vous l'avez très bien dit, c'est la question du prix. Et l'un des arguments qui est présenté contre le rétablissement de l'état lourd, parmi d'autres arguments, c'est à quel prix? Qu'est-ce qu'il faudrait trouver comme prix? Alors, je me rappelle que l'état lourd s'est terminé avec Nixon à $35 l'once. D'ailleurs, attendez, je vous pose une question. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Donc, peut-être que du coup, nos auditeurs non plus. Vous dites que c'est après la guerre de 14 que c'est terminé la possibilité pour le citoyen lambda d'aller à la Banque de France chercher son or. D'accord. Voilà. Et ce qui s'est terminé en 71, donc déjà les citoyens n'y avaient plus accès, mais c'était les réserves en or et la convertibilité. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord, c'était les citoyens. Très dégradé, n'est-ce pas, Bretton Woods. D'accord. Pardon, je voulais cette précision parce que j'avais mal suivi. Je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est bien. Il faut bien se rendre compte que c'est un système très dégradé par rapport à la liberté qu'avait le citoyen. Quand, par exemple, Richard Cantona, allez, on l'appelle Cantona tout court. On ne sait plus son prénom. Éric Cantona, voilà. A dit, ce qui était assez amusant, allez chercher allez vider votre compte en banque. Hein, comme ça, vous allez faire effondrer le système. Mais quand vous allez à la banque chercher vos billets, vous restez dans le système. Simplement, vous changez d'écriture, mais vous restez avec des billets. S'il avait donné cet ordre avant 14, Cantona, s'il avait existé, les gens seraient cherchés. C'est ce qu'ils ont fait en août 14, ils sont allés chercher leur or. Physiquement de l'or. Physiquement, ce qui est très différent. C'est-à-dire que vous avez un petit morceau de cette montagne quasiment intangible. Et donc, quand je dis que c'est un élément de stabilité, c'est que la production annuelle, on dit toujours, oui, ça peut être instable parce que la production annuelle va augmenter, etc. Mais la production annuelle de l'or est très peu de choses par rapport à ce stock. Donc, voilà. Alors, si aujourd'hui, il y a deux manières de rétablir l'état lourd. La première façon, c'est la façon classique, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va dire le dollar ou l'euro vaut tant en or. Alors, aujourd'hui, on est sur le marché, l'or, oui, je rappelais tout à l'heure qu'il était à $35. Aujourd'hui, on est à $1600 l'once. Vous vous rendez compte, depuis 71, la dégradation de la monnaie clé. On est passé de 35 à $1600. Hein, ça donne une idée. Et on n'est pas au sommet. Je ne veux pas encourager la spéculation ici, mais je voudrais pas donner non, je ne veux absolument pas encourager. Mais le dernier pic de l'or, c'était en 1980. Il est monté jusqu'à $800 en dollars de l'époque.
L'équivalent aujourd'hui, c'est entre 2500 et 3000 dollars. Donc on peut dire qu'il y a de la marge. Donc si on voulait rétablir, et puis en plus ça résoudrait énormément de problèmes, parce que ça ferait une inflation, ça redonnerait de la liquidité. Bon, si on voulait rétablir l'état lourd d'une manière classique, disons qu'on mettrait le dollar à 2500, ce qui nous mettrait l'euro à 2000 euros l'once d'or, à peu près. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'était pour répondre à la question Mais de il y a Julien. une deuxième manière, parce que d'une certaine manière, on a vu que ce système d'état lourd fondé sur des banques centrales, moi je me méfie des banques centrales, parce qu'elles ne sont jamais indépendantes. On voit bien qu'en cas de coup dur... Alors, est-ce qu'on peut se passer des banques centrales ? Bien sûr. Ouais, si je peux me permettre. Voilà, allez-y. Pour vos auditeurs, pour accéder plus facilement à l'économie et justement au problème de l'or, je vais vous dire en 3 mots comment on fait pour fixer le prix de l'or. Vous allez en face dans votre boulangerie, en face dans votre radio Courtoisie, et vous demandez à votre boulanger combien de grammes d'or il faut pour payer 1 heure de parking en face. Ce qui va correspondre à peu près 1,5 baguette. Et voilà le prix de votre baguette en or. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que c'est un marché. Vous achetez en or, vous revendez en or. On oublie la parité avec les monnaies. C'est un marché, donc les gens vont être demandeurs et en face, il va y avoir des gens qui seront offreurs. C'est-à-dire que toutes les marchandises vont être cotées en grammes d'or. Murray Rothbard disait que à la finalité, c'est-à-dire qu'on se passait des monnaies, on se passait des euros, des dollars, etc. Et qu'on achetait des grammes d'or ou des grammes d'argent pour échanger des produits. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et là, on passe complètement des banques centrales. Mais ça veut dire qu'il faut les avoir sur soi, c'est quand même, Non, ça va pas être plus lourd qu'un portefeuille. En fait, on arrive là à la création des banques il y a plus de 4 siècles, donc, où les gens mettaient leur or et leur argent, leur cuivre, leurs métaux précieux, etc. Et les banques émettaient des billets. Mais alors c'est le même système. Non, ça n'a rien à voir parce que là on se passe. C'est les banques, c'est pas l'État. Voilà, ce sont des banques, comme ça s'est passé en Écosse par exemple il y a à peu près 3 siècles, où ils sont complètement passés de banque centrale. On peut très bien vivre sans banque centrale et c'est pas du tout une folie, une rêverie libérale. Hein. Alors justement, Philippe Simoneau. Oui, c'est à ce point où je voulais venir, c'est-à-dire qu'il y a une première façon de rétablir l'état lourd, une façon, disons, 19e siècle, Banque de France, Napoléon, Banque d'Angleterre, une façon centralisée, et comme vous le venez de le dire, une façon décentralisée. C'est-à-dire qu'en effet, chaque citoyen avec son or peut d'abord monnayer son or, aller dans une banque et obtenir un moyen de paiement plus commode ou une ligne de crédit ou une carte de crédit avec son or. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle le système de la banque libre, où les banques se font concurrence. Je vais revenir d'ailleurs un moment à ce que vous avez dit sur l'irresponsabilité. D'une certaine manière, on retrouve ça dans le système bancaire. Quand vous avez la garantie des dépôts, c'est pas qui s'applique à toutes les banques. Quand vous êtes client de cette banque, vous n'avez pas à vérifier, puisque vous avez la garantie des dépôts, vous n'avez pas à vérifier si votre banque est sérieuse ou pas. Donc la garantie des dépôts donne une garantie aux banques, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Pour nos auditeurs, la garantie des dépôts, c'est si la banque fait faillite, l'État rembourse aux citoyens les dépôts qu'ils ont en banque, c'est ça ? Absolument. Donc, si vous voulez, cette garantie rend les banques irresponsables, rend les banques et les clients des banques irresponsables. Les clients n'ont pas à chercher la meilleure banque, n'est-ce pas ? Et ça détruit la concurrence entre les banques. Mais il n'y a pas que ça qui détruit la concurrence entre les banques. Ce qui détruit la concurrence, la première destruction de la concurrence entre les banques, c'est l'entente entre les banques elles-mêmes. Et au sommet de cette entente, c'est la Banque centrale. Et on retrouve, le système se boucle lui-même. C'est-à-dire que la Banque centrale introduit dans le système ce qu'on appelle le hasard moral ou l'aléa moral, si vous voulez. C'est-à-dire que plus on est gros, moins on a de chance de faire faillite, parce que plus on est gros, plus on met en danger le système. Et vous remarquez, c'est que c'est les petites banques qui disparaissent. Et que ce système encourage. Ce système est vicieux profondément parce que il encourage lui-même à la concentration des banques à cause du too big to fail, trop gros pour disparaître, pour faire faillite. Et il est prisonnier de cette mécanique infernale qui aboutit à la dernière manifestation de cette crise, c'est la crise de subprime de 2008. Est-ce que vous avez un mot français pour des prêts privilégiés, disons, pour les
les gens défavorisés, excusez-moi. Les prêts d'accession à la propriété de M. Clinton. Merci, parce Et que même qui date de Roosevelt, hein, qui remonte. je respecte volontiers la règle de cette radio qui est de n'employer que des mots français, mais j'avoue que pendant la crise, quand je recevais des économistes, mais je comprends bien. on s'arrachait les cheveux parce qu'il y avait quand même des termes tellement utilisés communément et anglais qu'on avait quelquefois de mal. Alors merci de votre pour contribution. revenir à cet rétablissement de l'État loi par le petit bout. Je pense qu'il suffirait qu'un micro-État, genre Andorre ou le Luxembourg, ou même j'ai même proposé la chose de la Guinée, qui a de l'or. Il suffirait qu'un micro-État dise voilà, j'émets de la monnaie totalement convertible en or. Ça serait comme un germe qu'on jette dans un bouillon de culture, et il y aurait une cristallisation qui ferait que tout le système finalement se retrouverait avec une monnaie unique, parce que la vraie monnaie unique, évidemment, c'est l'or. Il peut y avoir différentes appellations. Au XIXe siècle, il y avait une seule monnaie, c'était l'or. Les billets, le franc, etc., n'étaient que des billes, comment dire, d'autres dénominations de la même valeur. Ben, merci d'avoir donné cette... J'allais vous poser la question, comment est-ce qu'on fait la transition? Ben, vous y avez répondu. Un auditeur Oui, il y a nous plusieurs envoyé auditeurs qui ont passé des messages. des messages. Alors on va peut-être y aller parce qu'il nous reste plus tellement de temps. Donc, Une auditrice que je m'empresse de citer dit exceptionnelle, émission exceptionnellement positive qui éduque. Oh, bah merci à cette auditrice, parce qu'on a quelquefois des critiques méritées d'ailleurs, quelquefois on les auditeur reçoit. Pose la question, est-ce que la seule monnaie valable n'est pas celle qui mesure la création et la fabrication de valeurs, enfin de bons produits? Je peux répondre tout de suite? Oui, bien sûr, au contraire. Non, mais là c'est une idée, excusez-moi, qui n'est pas juste. La monnaie est un instrument d'échange, point final. Et elle doit naître de l'échange. On n'a pas a priori à dire la monnaie a telle ou telle valeur. Elle sert d'intermédiaire des échanges. La monnaie, il faut rappeler qu'elle a été créée pour échanger 1 kilo d'haricots verts contre un bœuf. Donc c'était difficile de prendre un petit bout du bœuf pour échanger contre l'haricot vert. Donc c'est juste un outil. C'est pas une fin en soi, c'est juste un outil. Très, très bonne définition. C'est un peu le problème, c'est que les États utilisent Christiane ça comme instrument de politique pour orienter l'économie, et en fait c'est un outil, c'est pas du tout bien sûr, et pour perverti. pouvoir dépenser infiniment, ils l'utilisent complètement à d'autres fins qu'au moyen d'un outil d'échange. Ils ont accaparé le pouvoir monétaire. Mais Madame anticipe notre auditrice qui dit, remarque, l'étalon or n'empêchera jamais les politiciens véreux de trafiquer la monnaie si le peuple détient de la monnaie or. C'est donc lui qui décidera du prix de la baguette. Alors, qui va décider du prix de la baguette? C'est le politicien. D'après sa phrase, c'est le politicien, oui. Ah oui, non. Il faut vraiment retirer les monnaies des mains politiques. Ça, il faut laisser les monnaies dans le marché. Parce que si on imaginons très simplement Société Générale, BNP, HSBC qui émettent leur propre monnaie adossée à de l'or. S'il y en a un qui commence à défaillir, les autres vont prendre sa place. Donc, comme on dit beaucoup d'économistes, une mauvaise monnaie est chassée naturellement des circuits par les bonnes. Et à la fin, il en reste une ou deux bonnes, c'est tout. Non, je pense que peut-être que craignez, si la remarque de cet auditeur ou auditrice, c'est que la valeur de l'or soit décrétée par l'État. Donc je pense que c'est ça que sous-entendait sa question. Oui. C'est qu'elle est d'accord, on va tous avoir de l'or plutôt que des billets. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire à chaque fois que l'État a eu la main sur la monnaie. Voilà. Donc l'étalon or que vous préconisez implique aussi que l'État n'ait rien à voir avec la définition de sa valeur. Il sort du système, oui, absolument. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, c'est simplement une question parce que moi j'en avais une. Simoneau, je la lis, c'est une question particulière de la part d'un auditeur. Il dit, Monsieur Simoneau est-il l'auteur d'il y a longtemps, un livre qu'il a lu lui, sur les campagnes pétrolières qui s'appelait Les 7 Sœurs? Oui, tout à fait. Non, j'ai fait la préface à la traduction française des 7 Sœurs. Les 7 Sœurs, c'est un livre d'Anthony Sampson.
Et j'ai fait la préface pour le livre, la traduction française. Ben voilà, vous lui avez répondu. Il nous reste très exactement 5 minutes et je tiens à rappeler à la fin les livres, les éditeurs, etc. Donc, je vais vous donner une gageure, Philippe Simoneau, parce que on a tout à l'heure ouvert la porte de l'euro. Oui. Et donc, là, il y a le titre de votre dernier chapitre, c'est l'euro, chef-d'œuvre de monnaie artificielle ou comment un rêve se transforme en cauchemar. Quand même, c'est un beau titre. Alors, est-ce que vous pouvez, là, c'est vraiment une gageure, en 1 minute ou 2, nous dire pourquoi l'euro est l'euro pour l'exemple la France, même de ce qu'il ne faut pas faire. L'euro pour la France signifie un quinquennat à croissance zéro. Voilà. Donc, voilà ce que ça signifie pour la France. Un quinquennat à croissance zéro. Oui, mais pourquoi c'est l'euro et ce mécanisme le plus absurde? J'étais hier à l'Institut de France où il y avait une séance autour de M. Montebourg. Il y avait aussi M. Gallois. Il y avait beaucoup de grandes personnalités. Et tout le monde ne parlait que de choc. 30 milliards, 40 milliards pour revenir, etc. Ces gens délirent complètement. C'est-à-dire qu'on va enfoncer ce pays dans la stagnation et la récession. Voilà ce que c'est que l'euro pour la France. Julien voulait dire un mot avant que je conclue et remercie. On a parlé de livres, le collectif, le livre du collectif La Main Invisible. On peut le trouver où, ce livre? Est-ce qu'il est vendu dans les bonnes librairies, comme le livre de M. Simoneau? C'était ce que j'allais dire, mais merci de l'avoir dit pour moi, Julien. Alors, Je pensais que la question t'avait échappé. nous avons travaillé avec un tout petit éditeur, donc qui n'est pas répertorié dans toutes les librairies, mais vous pouvez facilement le trouver soit sur commande chez votre libraire. Il est déjà repris dans les FNAC. Et sinon, on peut le commander sur Amazon, enfin tous les sites de commande en ligne, de titres, chapitres, etc. Ou carrément sur notre site, donc lamainvisible.org, où là vous pouvez télécharger un formulaire et le commander directement chez l'éditeur. Donc nos auditeurs ont bien compris, parce que c'est toujours ce qu'on nous redemande souvent après. Hein, donc soit sur votre site lamainvisible.org, soit chez son libraire, s'il ne l'a pas, on le commande, et l'éditeur s'appelle... les éditions Roguet. Parce qu'il faut généralement donner l'éditeur au libraire. Les éditions Roguet. Donc, le Est-ce que livre, je peux donner le nom de mon ouais. éditeur? Alors, j'allais parler de votre livre, bien évidemment. Désolé Généralement, de vous avoir coupé, Non, Benoît. je plaisantais. Mais c'est vrai que je termine toujours en donnant les indications pratiques qui sont ensuite réclamées par les auditeurs. Alors, on vient de parler de livres. Le livre de Philippe Simoneau est édité chez Perrin. Il vaut 19,90 €. Donc, pour 19,90 €, vous pourrez tout comprendre sur le fonctionnement de la monnaie. Et donc, avec Libre, vous aurez 100 contributeurs. Et quel est son prix ? 12 €. 12 €. Vous voyez, ça vaut le coup. Alors, bien sûr, vous pourrez retrouver nos invités dans le prochain numéro du Cri du contribuable, mais c'est celui qui paraîtra en janvier, parce que celui qui va paraître le 1er novembre est déjà chez l'imprimeur. Et puis, vous pourrez entendre cette émission, l'enregistrement de cette émission pour ceux qui sont internautes sur le site lecri.fr. Et puis vous pouvez vous abonner au Cri du contribuable. Vous pouvez aussi commander nos dossiers. Alors je cite les titres des 2 derniers. Une petite page de publicité pour contribuables associés. Alors les 2 derniers dossiers, il y a les 50 impôts qui nous mettent à poil. Donc oui, on y va carrément. Et le précédent s'appelait les folies de la culture bobo. Alors n'hésitez pas à vous nous téléphoner au 01 42 21 16 24 ou aller sur le site www.contribuable.org. Un très très grand merci à tous nos invités. J'ai remercié l'auditeur qui avait dit qu'elle avait trouvé cette émission extrêmement instructive, mais moi c'est grâce bien évidemment à tous ceux qui viennent à ce micro. Et donc merci, on était un peu nombreux, les horaires des députés ont bouleversé mon organisation. On a eu peu de temps, mais je pense que j'aurai plaisir à vous revoir à nouveau dans le Libre Journal des contribuables. Peut-être pas le prochain, mais je donne rendez-vous à nos auditeurs le 20 novembre. Chers auditeurs, au revoir.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des contribuables, dirigé par Benoît Taffin, assisté de Julien Lamont et de Bernard de Fabrègue. Diffusé en direct mardi 23 octobre 2012 de 18h à 21h, en différé mercredi 24 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.